Merci du respect du timing. Vous avez vu, c'est comme à l'école, on a une cloche ici. Alors, on a choisi de reprendre le débat avec un témoignage. Le témoignage de Madame P, qui bénéficie d'une mesure de curatelle. Alors, notre équipe est partie à sa rencontre au printemps. Ça fait partie d'un des axes de travail d'affect initié donc au printemps et qui va se poursuivre. Notre équipe est partie à sa rencontre au printemps et c'est une occasion de collecter pour nos apprenants, pour vous, la parole du protégé, les paroles du protégé qui sont au cœur des mesures. Alors on vous présente ici juste un court extrait de ce véritable témoignage de la vie de la mesure. On peut peut-être dire les mots sur les mots. Madame P est sous curatelle. Elle a été suivie par des mandataires indépendants et des délégués mandataires. La voilà. Hop là, après les dunes. Écoutez, je ne sais plus parce que ça fait tellement longtemps. Oui. Ça a commencé sous M. Busset. Et ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Plus du tout. J'ai jamais compris la différence. Alors moi, quand des gens me téléphonent pour me proposer quelque chose, vous savez, moi j'ai trouvé le truc. Il suffit que je dise, ah mais moi vous savez, je suis sous tutelle ou curatelle, je peux... Et alors, clac, ça accroche, clac. Pareil, les témoins de Jéhovah et tout, ling, ling, ling. Madame, j'ai une fiche, votre fiche. Vous êtes sous protection depuis le 30 avril 96. Oh, ben voyez, 80 combien? 16. C'est tout? Oui. Oui. Vous êtes tranquille que ce soit quelqu'un d'extérieur? Ah non, 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 ah oui, 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 oh là 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 là. On se dit, il y a des chamailleries assez comme ça, et on n'est pas la famille de l'eau, nous, et oh là là. Ah non, 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 merci. Non, comme ça, mes filles, elles ne disent pas, oui, mais, oui, oh, maman, elle croit qu'on a pris ses sous, parce que si elle commence à perdre la tête, c'est surtout qu'on leur évite des... voilà. Hop, si un jour je perds la tête, ben, je dis, ah mais oui, mais vous m'avez pris des sous et tout. Non, ça envenime pas nos relations du tout. Madame, je veux dire. Non, mais ma famille ne la considère pas comme une ennemie. Hein. Ben non, j'ai madame, monsieur. Madame. Peut-être, je ne voilà. sais pas moi. Ben moi, je vous le dis. Madame. Oh, ne m'en parlez pas, s'il vous plaît, ne remettez pas le couteau dans la plaie, ça a été un calvaire. Hein. Alors, parce que c'était, elle travaillait dans une, vous étiez plusieurs. Alors, un coup c'était une, un coup c'était l'autre, je vais demander à ma collègue et tout, alors non. Vaut mieux une personne toute seule qu'un organisme où il y a, vous savez, ça se passe le dos. Certes, elle est en vacances, elle est malade, alors vous restez les bras ballants. À chaque fois que j'ai eu une personne unique, ça a été parfait. Mais oui, mais monsieur... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était gentil, plus bel homme. Mais il a fallu que... Vous savez, c'est comme quand on prend un vélo à plusieurs pédaliers. Il faut trouver le bon... Il faut trouver l'endroit où bien placer la chaîne. Vous pédaliez à l'aise. Alors, de temps en temps, la chaîne, elle déraille. Voilà. Mais autrement, c'est tout. Après, on remet le truc à... Ça va. On s'explique. On s'explique. Ben voilà. On s'expliquait. Elle a quand même du mérite parce qu'elle est tombée sur... Tout au début, j'étais enfin embêtante hein, parce que je sortais de cette madame. Oh. J'avais perdu la confiance un peu, vous savez. Elle fut tellement forte.
Mais c'est que du... En ce moment, c'est que du... Ben, depuis une certaine période, c'est que du bonheur, c'est que de la tranquillité, disons. Voilà, donc c'est vraiment un court extrait. C'est vraiment le premier témoignage que Affect produit. Peut-être qu'il y en aura un autre cet après-midi, on va voir en fonction du timing, mais sachez qu'on va continuer et qu'on va vous proposer ça prochainement sur un format qu'on est encore en train de définir. Il est important de laisser la parole aussi aux personnes protégées et de la partager avec vous. Alors, on va passer maintenant au transfert du mandat. Je vais vous demander d'accueillir Cécile Legac, magistrat, coordinatrice de formation à l'École nationale de la magistrature. Aude Gauthier, directrice générale de service MJPM. Marie-Hélène Biel, déléguée ANMJPM Nouvelle-Aquitaine, administratrice France Alzheimer Gironde. Et Sandrine Schwab, directrice générale de la FNMJI. Je vous demande juste d'excuser Madame Marie-Josée Covid, qui est avocate à la Cour et qui, malheureusement, pour des raisons familiales, n'a pas pu venir. Donc nous avons, Marie-Hélène Biel a gentiment accepté de la remplacer. Et je voulais aussi excuser Philippe Jean, qui devait participer à la précédente table et qui est cloué au lit avec, malheureusement, un mal de dos. Il ne peut pas être là. Donc voilà. Et juste pour finir, bon anniversaire, Aude. Ça marche. Bonjour à tous et toutes. Je commence par remercier, comme d'usage, les organisateurs et Madame Jean en particulier pour cette très jolie journée sur une thématique qui est totalement d'actualité. Il y a un numéro de Sciences Humaines d'ailleurs qui vient, je crois, de paraître sur les relations entre générations. Je vous le conseille, je le trouve très intéressant. Alors, le transfert, je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse aussi peut-être un peu débattre, je ne sais pas. Le transfert du mandat et la solidarité intergénérationnelle, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Un premier réflexe d'un juge, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre son code. Il ouvre son code civil parce que c'est son meilleur ami, clairement. Et que nous dit-on ? On nous dit à l'article 415 que la protection des majeurs est un devoir des familles et de la collectivité publique. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, qui est marquée notamment par une mobilité géographique accrue des membres de famille, le vieillissement de la population, il me semble que le devoir de la collectivité publique, c'est aussi de soutenir les familles dans l'exercice de cette solidarité qui s'exprime dans l'exercice des mesures de protection lorsqu'elles acceptent de devenir tuteurs, curateurs ou personnes habilitées. Simplement, il y a des freins, il y a des craintes, vous les entendez de la part des familles, peut-être a posteriori de nous. Quelles sont ces craintes et ces freins ? Bien évidemment, la lourdeur administrative, parfois de la gestion financière qui fait peur, et surtout de ne pas répondre aux attendus du juge. Alors, on a des outils pour répondre à ces craintes. Ça nous permet de les mettre en perspective ce matin. Vous les connaissez bien. À mon sens, l'habilitation familiale a levé certains freins de certaines familles. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de succès. Et je pense que certaines tutelles qui n'ont pas été ouvertes l'ont été sous l'habilitation familiale. Je ne développe pas plus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Évidemment, les ISTF, moi, me semblent être des outils très, très importants de ce soutien public à la solidarité intergénérationnelle, puisque les familles sont particulièrement rassurées de savoir qu'un interlocuteur pourra les aider hors du palais de justice. Et puis, ce qui commence à aborder déjà notre sujet, la division de la mesure de protection, division de la mission à la personne et au bien. Moi, je trouve que c'est un outil absolument essentiel pour les familles qui ont peur de cette gestion administrative, mais qui ne veulent pas sortir de la vie, en tout cas juridique, de leurs proches. Et je trouve qu'ils ont toute leur place, je pense que vous aussi, à assurer la protection de la personne. Un petit conseil, n'hésitez pas à réinterroger
au moment des révisions, une éventuelle division de mesures. Parce que moi, j'ai vu quelques mesures très anciennes qui auraient pu être réinterrogées sur le plan de la protection de la personne confiée à un membre de la famille. C'est la sœur qui est tout le temps aux rendez-vous médicaux, mais pourquoi ne pas la nommer protectrice à la personne? N'hésitez pas à anticiper, je crois que c'est le mot d'aujourd'hui, les auditions, et proposer l'audition de cette personne en tant que candidate sur cette partie. Alors, je ne vais pas en parler plus, mais il y a un autre frein et une autre crainte, c'est la continuité du mandat. Là, c'est le cœur de notre sujet. Les familles sont toujours très inquiètes de savoir ce qui va se passer, vous le savez, s'ils ne sont plus là pour assurer la protection de leur enfant ou de leurs parents ou de leurs sœurs. Évidemment, plus on avance en âge, plus la question se pose. Et puis d'autres ne posent pas la question, mais on sent très bien que c'est une crainte et une source d'angoisse. Alors, quelle solution apporter à cette angoisse des familles? C'est l'anticipation. Alors, l'anticipation du côté du juge, elle est possible. On veille à ce que lors de nos auditions, on interroge les familles sur comment elles envisagent la suite. Alors, je ne le fais pas systématiquement, parce que c'est vrai que des parents jeunes, j'ai quelques scrupules à aborder le sujet, mais je pense qu'on pourrait peut-être l'élargir. C'est vrai, quand les protecteurs avancent en âge, j'essaye d'aborder la question et je sens une surprise en premier lieu et un soulagement qu'on puisse aborder ce sujet. Et on acte dans nos procès-verbaux d'audition le souhait des familles, mais aussi évidemment du majeur protégé, voir s'il est raccord avec cette proposition. Alors, c'est bien beau une fois qu'on a fait ça, mais après on fait quoi ? Si jamais effectivement un décès ou une invalidité brutale survient, le fait de l'avoir acté dans un procès-verbal ne suffit pas. Alors, quels sont les outils dont on dispose pour répondre à cette crainte? Moi, je pense à la codésignation. C'est vrai qu'on a cette possibilité de désigner plusieurs protecteurs, co-tutelle, co-curatelle et co-personnabilité, que vous connaissez moins, mais on a le même mécanisme en habilitation familiale. Je trouve qu'il y a un outil très intéressant, puisque le deuxième protecteur va pouvoir, sur une invalidité ou un empêchement temporaire, prendre la suite sur les actes du courant. Donc c'est intéressant. Seulement, le bémol, c'est qu'il faut bien choisir ses co-tuteurs, ses co-curateurs et ses co-habilités. C'est moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des co-habilités, des co-protecteurs qui ne sont pas du tout impliqués dans la situation et qui ont un titre fantoche. Et ça pose problème, particulièrement aujourd'hui, ils sont censés approuver les comptes. Donc il y a déjà un filtre du juge nécessaire. On ne peut pas appliquer cette solution de la co-tutelle et de la co-curatelle à tout le monde. Alors, déjà un premier point. Et puis il y a je pense aux époux qui ne sont pas prêts à partager d'ores et déjà une co-responsabilité, une co-action dans la gestion patrimoniale de leur épouse, si on prend cet exemple. La question qui m'a été posée par les auditeurs, et je me dis peut-être qu'elle peut vous intéresser, c'est est-ce qu'on peut désigner en co-tutelle un membre de la famille et un MJPM? Moi, je réponds que non. Moi, j'avais une position qui était de dire non. Pourquoi? Parce que la loi nous dit on ne désigne un professionnel que si l'on a écarté la priorité familiale. Donc, il peut paraître contradictoire d'avoir cette co-désignation. Et puis, moi, il me semble qu'en termes de régime de responsabilité, ça peut être compliqué pour un professionnel de se retrouver co-responsable des actes qui seraient commis ou réalisés par le familial. Donc moi, en tout cas, dans ma pratique, je l'exclus, mais je sais qu'il peut y avoir des collègues qui l'acceptent. Donc ça peut être un débat. Je suis prête à en discuter avec vous. Alors, la co-tutelle, c'est un outil intéressant d'anticipation ou la co-désignation. Il y en a un autre que j'ai utilisé, moi, c'est la subrogation. Je vous donne l'exemple. Une mère très âgée qui s'occupe de son fils. Ils sont ultra isolés, vraiment un isolement phénoménal. Le fils est très handicapé, donc il n'est pas en mesure d'alerter ou de faire quoi que ce soit s'il arrive quelque chose à sa mère. Simplement, cette mère, elle fait tout bien. Elle fait tout bien. Ses comptes sont nickel. Il n'y a aucune raison de la décharger. Et j'étais très inquiète. Je me dis, s'il lui arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'il y aura un seul interlocuteur pour ce fils? Donc, dans ce dossier, j'ai pris le parti de désigner un subrogé-tuteur professionnel du fait de l'isolement, et j'ai trouvé ça intéressant. Il a été accepté, d'autant que le majeur protégé percevait la hache. Donc, vous imaginez, pas de participation, il n'y avait quasiment pas de patrimoine. Donc, ce qui était beaucoup plus facile à faire accepter par cette mère en plus, qu'il n'y ait pas de participation de son fils. Et du coup, ça a permis d'avoir
une présence, c'est vrai qu'on sortait du cadre classique de la subrogation, mais une présence, un professionnel qui a vu le majeur protégé une seule fois, mais qui pouvait être identifié et identifiable pour le majeur protégé s'il y avait une difficulté. Donc c'est un usage que j'ai fait de manière extrêmement ponctuelle. Et ce dossier s'y prêtait vraiment bien à mon sens, mais que je ne pense pas qu'on puisse généraliser en ce qui concerne l'exercice des familiaux, par des familles. Se pose donc la question, on voit bien qu'on a des outils, mais ils ne répondent pas à toutes les situations pour anticiper cette problématique du remplacement. Et donc, évidemment, je vais vous parler de la loi Bien Vieillir, qui avait dans ses amendements prévu un remplaçant en cas de décès. Donc moi, j'ai trouvé cette proposition très intéressante, mais je pense qu'il faut qu'elle soit creusée. Je vais vous donner mon point de vue. Ce que la loi prévoyait dans son amendement, qui n'a pas été retenu, vous le savez, de remplacer, donc ça peut vous concerner les familiaux, mais ça peut concerner aussi les MJPM, c'est-à-dire de dire le remplaçant pourrait être un familial, un proche, mais le remplaçant pourrait être aussi un professionnel. Donc cette réflexion, elle vous intéresse également. L'idée, c'était d'éviter une ordonnance du juge et donc les délais pour pouvoir désigner le remplaçant. Ça, je trouve intéressant parce qu'effectivement, vous savez, on n'est pas très rapide, nous, la justice. Et je ne suis pas sûre que ça s'améliore, je vous avoue, au vu des coupes budgétaires qui sont annoncées. En tout cas, il y a un temps pour obtenir une ordonnance de remplacement de tuteur ou de curateur. Et donc, c'est un dispositif qui est intéressant. Simplement, moi, ce qui m'inquiète, c'est on aura désigné peut-être 5 ans, 6 ans auparavant un remplaçant. Est-ce toujours la volonté du majeur protégé? Donc je pense qu'il faut des garanties aussi en termes d'audition du majeur protégé a posteriori, une fois qu'on a effectué le remplacement, pour vérifier que cette mesure est toujours dans son intérêt et c'est toujours son souhait. Surtout sur une mesure longue. Imaginons une mesure de 20 ans, on ne le revoit que 10 ans après, ça me paraît quand même problématique. Également, il faut absolument préciser, si c'est un familial, je pense que vous n'oublierez pas, mais les problématiques de l'inventaire, ça serait bien effectivement que ça apparaisse dans la loi, que le familial qui prend la suite au moment du décès refasse un inventaire, en tout cas un complément d'inventaire, puisque ça c'est absolument essentiel dans les mesures de protection judiciaire qui normalement se resserrent sur des situations plus conflictuelles depuis que nous pratiquons l'habilitation familiale. Donc, à mon sens, il faut aussi, si jamais on pense à désigner un professionnel dans ce remplacement, ça peut être intéressant dans les situations d'isolement, où il n'y a pas d'autres membres de la famille qui peut prendre la suite. Moi, je trouve qu'il y a une difficulté pour vous, c'est que comment vous allez être averti du décès ? C'est exactement la même problématique que le mandat de protection future exercé par un professionnel qui avertit le professionnel du décès si on a vraiment un noyau très resserré au niveau de la famille, ce qui expliquerait pourquoi on basculerait sur une protection professionnelle. Donc je pense malgré tout peut-être que le cran d'une désignation du tribunal, si on pense à vous désigner en tant que remplaçant, pour marquer le début de votre mission, parce que se pose aussi une question pour vous de responsabilité si le décès ne vous est pas évoqué. Alors, moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une évolution législative sur ce point, qu'elle soit réfléchie. C'est le sens du rejet de ces amendements. Il faut que ce soit réfléchi dans un cadre vraiment dédié à la protection des majeurs. Et puis, moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, le décès, c'est une situation qui est claire. Il n'est plus là, le protecteur. Et qu'en est-il quand il est invalide ou qu'il est hospitalisé? Parce qu'on est saisi aussi en urgence d'hospitalisation qui laisse penser qu'il n'y aura effectivement pas une possibilité de retour dans l'exercice de la protection. Donc je pense qu'il faudrait aussi l'étendre à cette situation d'empêchement médical du tuteur ou du curateur ou de la personne habilitée pour vraiment être efficient dans ce remplacement. Je ne vais pas vous parler du remplacement temporaire parce que je vais essayer d'être courte, mais le remplacement temporaire, parce que là on est plutôt dans un remplacement définitif, le tuteur il est invalide, il ne peut plus exercer ses fonctions, il faut le remplacer, essayons de trouver un moyen de faire vite, et surtout le fait que vous puissiez, c'est un peu du coq à l'âne là que je fais, mais surtout le fait qu'on puisse vous désigner en avance, vous les MJPM, ça serait vraiment intéressant pour les familles parce qu'elles se projettent. On répond à leur angoisse de savoir qui va s'occuper de la mesure si eux décèdent et si... voilà. La problématique pour vous, c'est le moment où on va vous désigner, vous ne serez pas forcément en mesure de prendre... vous serez peut-être surchargé. Donc ça aussi, c'est une autre réflexion que je vous soumets, parce que du coup, ce que je retire de la problématique du remplacement, c'est que ça pose des difficultés pratiques assez importantes, au-delà du fait qu'on se passe d'une ordonnance du juge, qu'on gagne du temps. Moi, je trouve qu'il y a d'autres questions à soulever et à étudier avant qu'on puisse retenir une réforme qui soit efficiente et dans l'intérêt des majeurs protégés. Je vous remercie.
que le micro marche. Bonjour à toutes et tous. C'est une joie que d'être de retour ici. Je remercie Affect pour cette invitation. C'est toujours un honneur et un plaisir que de participer à ce colloque annuel. Alors Jacqueline, Georges, toute l'équipe d'Affect, vous nous accueillez toujours avec tant de chaleur et de soin. Et je trouve qu'on se sent ici comme nulle part ailleurs, confortable, serein, confiant, qu'on soit dans la salle ou ici sur la table ronde. Et je trouve que c'est un des climats les plus propices pour traiter du sujet qui nous rassemble aujourd'hui et qui tient au cœur. Alors le cœur tient dans nos imaginaires une place essentielle. On le considère comme le centre de l'être, de ses émotions, de sa sensibilité, de sa vie affective. Et la solidarité paraît en ces temps un peu troubles un appel au cœur, un appel du cœur. Et moi je suis très heureuse qu'il nous rassemble tout au long de cette journée. Alors la solidarité, c'est une notion protéiforme. On est réunis ici, nous intervenants missionnés, pour évoquer ce qu'elle représente dans le cadre du transfert du mandat de protection juridique. Promis, je garderai cet objectif en tête, mais en guise d'introduction, j'avais envie de vous proposer d'aller un peu au-delà des frontières du droit pour essayer de repérer ce que sont ces différentes acceptions et tenter de toucher du doigt son sens originel. Et moi, je trouve que dans ces cas-là, l'approche pluridisciplinaire est assez intéressante. Alors, M. Plazide avait déjà fait ce matin, on regarde un petit peu quelles sont les étymologies des termes. Donc, ce matin, on a eu le terme d'anticipation. Et lorsque je suis allée regarder l'étymologie du terme solidarité, j'ai découvert qu'il était issu de la combinaison du mot solide et du suffixe -er, solide, qui vient du latin solidus, qui veut dire entier, massif, et qui veut dire aussi ce qui tient ensemble. Je suis allée regarder aussi la définition qu'en fait l'Académie française, et elle me rappelle que la solidarité, c'est la responsabilité mutuelle entre deux ou plusieurs personnes qui implique entraide et assistance, l'attitude par laquelle on manifeste à autrui la part que l'on prend à sa situation. Alors, après avoir fait ce détour étymologique, je suis allée regarder ce qu'en disent les éthologues, les spécialistes du comportement animal, les botanistes, les archéologues, savoir ce qu'ils avaient à nous apprendre sur cette notion de solidarité. Et figurez-vous que j'ai découvert que la solidarité, c'est d'abord un état de fait, une situation qui se produit indépendamment de la règle, un phénomène naturel. Et les scientifiques ont pu documenter cette réciprocité bénéfique entre individus. Côté animal, j'ai découvert qu'entre membres d'une même espèce, ce sont les manchots qui vont se protéger du froid en se regroupant. Entre espèces différentes, c'est le pluvier qui est un tout petit oiseau qui vient curer les dents du crocodile et qui propose un service de nettoyage buccal contre nourriture. Côté végétal, ce sont des racines interconnectées qui vont permettre aux arbres les plus vigoureux de nourrir les plus pauvres en nutriments. L'archéologie aussi nous renseigne sur l'existence de pratiques de soins à l'autre, présentes aux origines de l'homme. Et j'ai découvert une solidarité aux plus vulnérables qui transparaît dans les os d'un homme de Néandertal dont la mandibule a été découverte dans des fouilles dans le Vaucluse au début des années 2000. Et figurez-vous que les scientifiques ont pu déduire qu'il avait réussi à survivre en l'absence de plusieurs dents, et alors que la viande était sa principale source de subsistance, grâce à l'action d'autres individus qui l'ont aidé à se nourrir. Cela veut dire qu'il existe des pratiques de solidarité plus ou moins volontaires qui ont joué et qui jouent encore un rôle déterminant dans notre évolution, dans notre présence actuelle, des prestations de services mutuels qui sont largement documentées et qui parviennent à faire de la solidarité un principe du vivant. Et moi, j'ai trouvé rassurant de constater que la solidarité est un principe millénaire, partagé et qui survit à travers les âges. Alors, bien évidemment, c'est un état de fait, mais c'est une notion juridique, et c'est ça qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Là, je suis allée regarder ce qu'en disait le professeur Alain Suppiot, qui est professeur de droit au Collège de France et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de solidarité juridique. Alors, que nous apprend le professeur Suppiot, c'est qu'elle a bien évidemment, historiquement, été un outil du droit des obligations qui visait à établir des responsabilités communes entre débiteurs. Puis un outil de gestion des risques sociaux. Et enfin, un principe consacré par le droit européen. Et là aussi, je me suis rendu compte que la notion de solidarité, c'est au fil des débats d'idées,
émancipée de cette dimension purement juridique pour devenir une notion politique et sociale. La solidarité est devenue un principe d'organisation sociale qui est porté par la puissance publique et à travers laquelle chaque citoyen contribue à hauteur de ses capacités et reçoit le droit d'en bénéficier à hauteur de ses besoins. Et la protection juridique des adultes vulnérables définit, encadre à l'échelle nationale l'action solidaire du corps social que nous formons à l'égard de ceux d'entre nous qui éprouvent durablement, temporairement, une fragilité, une blessure, une faiblesse qui les atteint, et cela pour leur assurer un soutien gradué, individualisé et proportionné à l'exercice de leurs droits et libertés. Et on retrouve ce principe de solidarité à l'article 415 du Code civil, qui nous indique qu'elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Alors, je ne traiterai pas de la question des mesures partagées, mesures donc partition, protection du patrimoine et de la personne. Je voulais simplement vous donner quelques chiffres pour qu'on puisse avoir quelques éléments de comparaison. Alors, l'association que je dirige, Je vais à tutelle, dans le département de l'Isère, a en charge l'exercice de 2206 mesures de protection au 17 septembre 2024, et nous comptabilisons 61 mesures, avec partition entre protection du patrimoine et de la personne, 11 mesures où nous exerçons en qualité de subrogé et 25 mesures pour lesquelles nous sommes désignés en qualité de tuteur et curateur et nous collaborons avec un subrogé. La seule chose que je voulais dire pour ces mesures partagées, ce qui me paraît moi le plus essentiel, c'est la nécessité de garder l'unité, une cohérence entre personnes chargées d'exercer la protection juridique. Et de se rappeler à ce moment-là que la personne reste seule, experte d'elle-même. C'est-à-dire qu'en tant que parent ou proche de la personne, il nous faut garder à l'esprit que donner la vie, côtoyer son proche au quotidien, le voir croître, le voir vieillir, nous renseigne sur ce qu'il, sur ce qu'elle veut pour elle-même, pour lui-même, sur ses choix de vie, sur ses accords et ses refus, que ce parcours de vie observé ou vécu ensemble nous offre l'occasion de témoigner de ce qui constitue la personne, mais ne nous délivre pas le pouvoir de définir ce qui est bon pour elle, ce qui va de son meilleur intérêt. Et en tant que professionnel, c'est agir conformément au droit, en gardant aussi à l'idée que la contrainte, qui est inhérente au mandat de protection, ne délivre pas non plus le pouvoir de définir ce qui est bon ou ce qui est meilleur pour la personne, ne nous autorise pas à agir en ces lieux et places, hors du cadre qui nous est fixé par le mandat, sans l'avoir préalablement consulté, sauf exception. Et dans ce cadre-là, alors nous activons les mécanismes prévus à cet effet dans le Code civil. Sur ce qui concerne le transfert de la mesure de protection, là aussi, je suis allée regarder la définition. Alors transmettre, transférer, s'entend ici au sens de confier, de faire passer dans la possession de quelqu'un, de faire parvenir d'un endroit à un autre. Et je me suis dit que ces définitions nous éclairaient sur les critères selon lesquels s'établit une mesure de protection. Le premier, c'est quelle est la qualité du protecteur nouvellement désigné lorsqu'on transfère la mesure ? Est-ce un membre de la famille, un proche, un professionnel ? Vous verrez que je n'ai pas traité de la question du transfert de la mesure dans un service. Et Madame P nous rappelle quand même qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant à cette question, de ne pas simplement avoir un présupposé d'organisation interne parce que c'est plus simple géographiquement de transférer la mesure d'une personne protégée, mais qu'il faut vraiment qu'on ait à l'idée que c'est aussi une question d'intuitu personné. Merci Madame P pour ce rappel. Donc il faut regarder la qualité du protecteur et puis le contexte de motivation aussi du transfert qui est essentiel à prendre en compte parce que ce transfert peut résulter d'une nécessité matérielle, la personne déménage, elle entre en établissement, mais il peut également naître d'un conflit d'intérêts entre la personne et le protecteur désigné. Ça compte. Alors je me suis intéressée à deux types de transferts du coup externes. D'abord ce qui concerne les transferts entre familles et professionnels désignés. Alors de la famille au professionnel, l'épuisement familial, la naissance de conflits d'intérêts qui n'existaient pas lors de la désignation du protecteur originel vont conduire le juge à activer cette solidarité publique en lieu et place de la solidarité familiale. Et moi, je note juste à notre niveau un retour dans le dispositif traditionnel de la protection juridique de personnes jusqu'alors bénéficiaires d'une habilitation familiale. On voit émerger ces mesures
Et dans ces situations, nous sommes quand même appelés immédiatement à une vigilance très particulière sur la situation matérielle et financière des personnes. Et puis, il arrive aussi que nous remettions la mesure à un proche ou à une famille. Pour l'année 2023 et pour ce qui concerne notre association, 11 mesures ont été transférées à un proche ou à une famille. Alors, elles le sont généralement lorsqu'il apparaît que le contexte est propice à un retour du dispositif de protection dans la famille sur demande de la personne protégée la plupart du temps et parce que les parents, les proches s'ouvrent à cette opportunité et généralement ces transferts se passent de très bonne manière. Et puis il y a les transferts entre professionnels. Pour l'année 2023, qui est l'année que j'ai regardée pour vous donner quelques éléments chiffrés, 47 mesures sur 2200 et quelques ont été transférées de l'association EVA Tutelle vers un autre professionnel. 3 catégories, les transferts qui interviennent sur demande du juge en faveur des préposés d'établissement, notamment lorsque la personne intègre cet établissement, ceux qui émanent de la personne protégée parce qu'elle a envie de se rapprocher d'un service voisin ou qu'elle a le souhait d'être suivie par le même service que son conjoint, ou ceux qui sont opérés à notre demande parce que nous sommes confrontés à une difficulté à exercer la mesure. Et il me semble que dans l'ensemble de ces hypothèses, il y a 3 orientations à conserver. La première, c'est d'assurer une continuité dans le changement. Cela nous questionne sur le temps à mobiliser en amont, sur les délais de transmission à respecter. Assurer une continuité dans le changement, c'est ne pas induire de rupture, de latence, pour que ce transfert s'établisse dans de bonnes conditions pour toutes les parties prenantes. Transférer le mandat de protection juridique, c'est donc une affaire d'anticipation. La deuxième orientation, me semble-t-il, à conserver, c'est de savoir transmettre les informations utiles au nouveau protecteur désigné. Et alors de s'interroger sur ce qu'il est nécessaire de dire, pour dire, avec concision et exhaustivité. Et ce qu'il n'est pas nécessaire de dire, au risque sinon de basculer dans l'information invasive ou la partialité. Que confier au nouveau protecteur désigné ? Je trouve que quand nous traitons de la question du transfert de mandat de protection juridique, la question du partage d'informations justement dosées est essentielle à considérer. Il faut savoir dire suffisamment, avec concision et exhaustivité, et pour ce qui nous concerne, on pratique systématiquement une note de transfert écrite qui est envoyée au nouveau protecteur, qu'il soit famille ou professionnel. Troisième et dernière orientation, la principale, évidemment, c'est de ne pas omettre d'informer la personne protégée en amont, suffisamment en amont pour la préparer au changement à venir. Et ici, il me semble vraiment important de pouvoir organiser une rencontre physique entre toutes les parties prenantes pour assurer ce transfert dans les meilleures conditions possibles. Alors, en parallèle des solidarités affectives ou publiques qui sont mobilisées pour les majeurs protégés, n'oublions pas celles que nous nous devons entre professionnels. Nous sommes, je suis allée regarder selon les chiffres officiels, 10 000 à exercer à titre professionnel dans le champ de la protection juridique des majeurs, tout mode d'exercice confondu. En l'état, notre construction identitaire n'est toujours pas achevée. Nous sommes parvenus à l'élaboration d'un référentiel d'activité commun à revendiquer notre champ d'action dans ses possibles, dans son contenu, dans ses frontières. Nous avons rappelé avec force que nous œuvrons dans le champ du droit, par le droit, en complémentarité des professionnels de l'intervention sociale et du soin. Nous sommes parvenus à l'écriture de repères éthiques à partir desquels nous pouvons questionner nos pratiques quotidiennes et nos actes professionnels, là où le mandat pourrait nous conduire à nous enfermer dans des certitudes et une toute-puissance délétère pour les personnes protégées et pour nous-mêmes. Nous sommes porteurs de compétences techniques, relationnelles, juridiques, communicationnelles singulières. Pour achever ce long travail de construction identitaire, il nous faut maintenant nous atteler à l'élaboration de notre référentiel de compétences. La compétence, c'est le savoir dans l'action. Nous sommes professionnels issus des 3 modes d'exercice en mesure de les définir et nous devons solidairement entamer ce travail. Et ainsi, les 10 000 professionnels que nous sommes réaliseront que ces compétences cultivées dans nos modes d'exercice respectifs sont complémentaires. Voilà qui achèvera de nous définir 10 000 professionnels porteurs d'une même éthique, d'un même langage,
d'une conception harmonisée de leur rôle professionnel, conscients et confiants dans leurs compétences acquises. Alors moi, quand j'ai entamé la rédaction de cette intervention, je vous promets, je me suis demandé si le concept de solidarité était un concept essoré, limité. Est-ce qu'elle serait désormais limitée à une période de temps fixée, un montant défini, en contrepartie seulement de l'atteinte de tel ou tel objectif? On voit ça. J'achève cette intervention en constatant effectivement que c'est un concept âprement discuté, bousculé, et que les valeurs fondatrices qui l'ont vu naître se tarissent. Mais il reste un concept vivant, producteur de transformation. Et je voulais terminer par ça, je voulais qu'on garde à l'esprit que la solidarité à l'autre naît et subsiste tant qu'il est autre, simplement parce que sa seule existence surpasse toute autre considération. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir le diaporama, s'il vous plaît? Le voilà. Merci. Vous l'avez devant, regardez. Je l'ai devant. C'est pas la bonne page encore. Voilà, c'est bon. Et je pourrais avoir la zapette. Merci. On va être content si je fais tomber les micros. Tout d'abord, un grand merci à Madame Jean et au travers de Madame Jean, l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de la FECT, de son président, de ses équipes, de ses permanents, de ses non-permanents, enfin bref, tout ce qui a été construit depuis le temps. Et si je choisis de ne citer que Mme Jean, c'est parce que j'ai peur d'en oublier d'autres. Je suis là, moi, au nom des mandataires judiciaires à protection des majeurs, préposés d'établissement. Je dois d'abord excuser Mme Cayol et M. Dos Santos qui n'ont pas pu être là, parce qu'hier, nous avions notre assemblée générale d'association qui était bien loin d'ici. Donc, moi, je suis la déléguée régionale de l'association. C'est raté. Non. La grosse flèche. Ça y est. Mais je suis aussi administrateur de France Alzheimer depuis à peu près une vingtaine d'années. J'en suis la secrétaire. Je suis la référente régionale de la Nouvelle-Aquitaine sur l'aide aux familles dans ce qu'est la PJM, qu'elle soit juridique ou les mesures familiales. Je vous ai mis les deux adresses des sites France Alzheimer, Gironde et le téléphone, puis le site de l'Union sur les diaporamas qui vous sont projetés. Alors, le préposé d'établissement, c'est un mandataire qui est comme les autres, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, mais on va dire avec peut-être un champ d'action plus étendu. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il va exercer intramuros dans les établissements, au plus près des personnes, au plus près des familles, et il va avoir une présence quasi constante. Le préposé d'établissement, on va presque dire que c'est un agitateur de conscience dans l'établissement parce qu'il va être le référent plein et entier de tout ce qui va être les droits des personnes accueillies, qu'elles bénéficient d'une mesure de protection ou pas. Et là, je fais juste un aparté parce que tout à l'heure, j'ai entendu sous mesure de protection. Et moi, ça me choque parce que dire sous, ça induit un rapport de subordination alors que nous sommes là pour aider les personnes, pour les béquiller, pour en altérité et en équité, elles aient les mêmes droits que nous. Je reviens à mon discours. Nous sommes là aussi, donc nous assurons une importante aide aux familles, même si nous ne sommes pas nommés sur
l'aide aux familles au sein des organisations. Nous sommes en fin de compte un guichet quasi unique où on va voir des personnes accueillies dans les établissements qui ne sont pas forcément que les personnes dont nous nous occupons, mais qui savent que là, ils vont pouvoir avoir de l'information, qui savent que là, ils vont avoir une oreille. Nous leur expliquons, personnes accueillies, les familles, les amis, les conjoints, nous leur expliquons l'instruction des dossiers, le fonctionnement, les livrables. Nous mobilisons pour eux des ressources pluridisciplinaires et externes aux établissements, notamment en nous appuyant sur les associations d'usagers, et je vois que j'ai fait une faute, en santé, voilà, d'usagers en santé, parce qu'auprès de ces usagers en santé, et ils sont dans les établissements, dans les comités de vie sociaux, dans les conseils, dans les directoires, dans les commissions de conciliation, c'est d'abord des interlocuteurs qui nous permettent de porter plus haut et plus fort nos paroles. Et puis la deuxième des choses, c'est des interlocuteurs qui sont neutres et qui vont expliquer ou dire des mots MOT sur les mots MAUX près des personnes qui sont en difficulté. La différence que nous avons peut-être avec nos collègues, c'est la continuité de la prise en charge de la mesure. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, recruter un préposé d'établissement, c'est le désigner, sans autre forme de procès, bien évidemment en s'assurant qu'il correspond aux obligations de formation, de casier judiciaire, toutes les obligations qui sont autour de tous les mandataires MJPM, et qu'au bout de 2 mois, c'est la procédure administrative qui va prendre le pas. S'il y a une absence d'opposition du préfet, du parquetier et puis des autorités de tutelle, en tant que DRED, le préposé, il est nommé. Donc il convient, là, à ce moment-là, qu'il prête serment. Mais une fois qu'un préposé a prêté serment, ce n'est pas parce qu'il changera d'établissement que son serment ne sera plus valable. Ce qui veut dire que les préposés d'un établissement peuvent aussi aller travailler sur un autre établissement dans des circonstances immédiates. La désignation de la mesure, les juges que nous rencontrons au préalable et avec qui nous concertons, on leur demande qu'ils désignent le préposé d'établissement ou le service, puisqu'il y a 2 modes d'exercice, les préposés en tant que préposés personnes physiques ou des services qui sont construits un petit peu comme les associations et donc personnes morales de droit public. Ce qui fait que lorsqu'il y a, pour une raison quelconque, l'un d'entre nous qui ne peut continuer sa mission, congé maladie, congé maternité, peu importe, toute la vie quotidienne, il n'y a aucune rupture dans la charge de la mesure, puisque systématiquement, l'un se lève, l'autre viendra à sa place. Et puis c'est l'effectivité d'une permanence, et c'est-à-dire de l'effectivité à un double sens. Parce que le premier sens de l'effectivité, de la continuité du service public, c'est dans nos obligations de fonctionnaires, la loi de 2013, non, c'est pas de, je vous dis une bêtise, la loi portant droits et obligations des fonctionnaires. Donc, à ce titre-là, nous devons la permanence du service. Et puis, bien évidemment, se calque la permanence du service de la justice. Et donc, systématiquement, l'un d'entre nous est à la veille et l'un d'entre nous a toujours un téléphone en poche et on répond quasi tout le temps. Je dis bien quasi tout le temps parce que, comme tous les uns et les autres, on a quand même droit à du repos. Et puis, j'ai encore fait une faute, les protections. Nous coélaborons et nous construisons les partages de mesures avec les personnes. Pourquoi ? Parce
que oui, c'est ça. Parce que dans les établissements, nous discutons beaucoup avec les familles, avec l'entourage, avec la personne, parce qu'en réalité, ce que l'on recherche plus que tout, c'est permettre aux capacités de la personne de pouvoir s'exercer, parce qu'en fin de compte, on ne va pas oublier que cette personne, c'est en fin de compte peut-être celui que je serai demain. Et qu'à ce titre-là, en humanité, en humanitude, dans un esprit qui est administratif, mais aussi teinté de tout ce qui est la prise en soin de la personne, eh bien, nous conduisons peut-être une gestion de mesures un peu différente. Et c'est une collaboration qui est ancrée et qui va devenir sécure pour les personnes protégées, donc pour les médecins, pour les soignants, pour les administratifs, pour les familles. Et ces suivis de mandataires préposés d'établissement ne s'arrêtent pas uniquement que dans l'établissement. En psychiatrie, vous avez toutes les personnes qui l'on nomme les chroniques, même si le terme n'est pas beau, qui vont et viennent en dehors de l'établissement et dans l'établissement, et ça leur permet d'avoir toujours la même personne mandataire. Vous avez des fermetures de lits avec des prises en charge ambulatoires, ce qui fait que ça accroît l'activité des mandataires. Et puis vous avez les altérations cognitives des personnes âgées et des personnes handicapées, avec un système qui est le réseau en filière, les réseaux de soins en filière et en pathologie, avec l'EHPAD hors des mots, et maintenant, avec la loi Bien Vieillir, le centre ressources qui est EHPAD, et ce système va être couplé avec les communautés hospitalières de territoire, ce qui fait que le mandataire préposé d'établissement va être recentré vraisemblablement sur une organisation territoriale et pourra agir et dedans et dehors, et il y aura une permanence dans la continuité des prises en charge. Parce qu'en fin de compte, c'est un suivi global que nous avons, avec aussi une collaboration avec les personnes protégées et les associations représentatives en santé. Je vous en ai parlé, je reviens. Ces associations représentatives en santé, elles ont une connaissance particulièrement fine de tout ce qui est les pathologies, de tout ce qui est les modes de prise en charge, d'aide que quelquefois nous ignorons, et surtout, elles ont le même langage que les personnes que nous prenons en charge et ou leurs familles. Et surtout, elles ont des multiples solutions de bout de ficelle qui ont été éprouvées par eux et que nous pouvons adapter illico presto. Et ça, c'est une richesse que nombre d'entre nous ne connaissent pas. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, ça nous solutionne énormément de difficultés. Ce qui fait que nous établissons des climats de confiance dans ce partage des biens. Et je voulais vous dire que nous sommes régulièrement nommés en co-mesure, famille et mandataires, mais parce que nous faisons ce travail ensemble, parce que nous sommes tous collaborants, on n'a jamais eu une même difficulté. On est obligé d'expliquer, on est obligé de négocier, on est obligé de temporiser, mais au bout du bout, on avance. Parce que ce qui est important, c'est que c'est l'intérêt de la personne qui est là. Et quand on parle sur ce mode-là, on arrive à obtenir les collaborations. Puis si on n'y arrive pas, on fait un rapport d'incident au juge. Et le juge appréciera s'il y a une décharge ou s'il n'y a pas une décharge. Un mot sur le changement lorsqu'on est MJPM préposé d'établissement. En fin de compte, pour nous, on en a peu ou pas, parce que soit on est dessaisi à la demande du juge, demande de la personne protégée et sur décision du juge, soit en fin de compte, c'est nous qui demandons,
soit en fin de compte la personne est décédée. Il convient que je vous dise également que nous avons organisé par l'ordre des choses des dispositions administratives qui nous permettent d'avoir une sécurité pour accéder au logiciel métier, pour accéder aux fonctions de virement, à tout ce qui peut être un imprévisible pour le mandataire préposé, mais c'est une forme de gestion de fait qui respecte les règles civilistes et qui n'est que dans une très grande urgence. Et surtout, c'est dans le cadre du respect des fonctions de MJPM et de leur indépendance vis-à-vis des chefs d'établissement. 2 mots en ma qualité d'administrateur de France Alzheimer. Pour une famille, collaborer avec un mandataire, c'est ôter de la souffrance à la souffrance. C'est comprendre les pourquoi, c'est vivre autrement les incapacités physiques, cognitives, psychiques, c'est avancer autrement et c'est peut-être commencer à faire ses deuils. Et notamment lorsque les personnes, elles ont un membre de leur famille qui est dans ce qu'on appelle un deuil blanc, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît plus du tout son conjoint, ses enfants, toutes les personnes qui sont autour. Je vais laisser à l'affect des documents nationaux et le programme local. Ils seront communiqués avec les actions d'aide aux aidants. Ils seront accessibles avec le replay, je pense. Et vous pouvez accéder à l'intégralité de toutes les associations représentatives en santé. Alors d'abord, je voulais vous dire que ce que j'ai développé, le préposé au carrefour des autorités, j'ai eu le bonheur de pouvoir écrire un article sous la direction de M. Gilles Raoul Cormeil, puisque c'était un livre qui reprenait 3 colloques et que moi j'étais sur le colloque organisé par M. Gilles Raoul Cormeil. Ce livre est riche d'enseignements. Et puis, si vous le souhaitez, je peux aussi communiquer les documents d'un colloque où j'ai participé à Nanterre, où nous avons débattu des décisions médicales, de la médiation et du recours. Et le préposé d'établissement connaît particulièrement son fonctionnement. Il sait où sont dans l'établissement les nœuds de pouvoir, de contre-pouvoir, qui fait quoi. Il y a des médiations qui sont possibles en interne comme en externe. Et que ce soit moi ou mes collègues, on se tient à la disposition de nos collègues MJPM quand ils rencontrent une difficulté, dans la mesure où ils respectent la gestion de leur dossier, de leur dire tiens, c'est telle personne dans l'établissement que tu peux aller voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis sûre qu'il marche celui-ci. Bonjour à tous. Tout d'abord, un immense merci à Jacqueline Jean, Georges Decoq et Pascal Godin pour leur invitation. C'est toujours un plaisir, un immense plaisir d'être ici et de partager aujourd'hui ou d'avoir partagé cette tribune avec Madame Legac, Madame Biel et Aude Gauthier, que je connais bien et dont j'apprécie toutes les qualités. Je pense qu'il est important de vous dire que j'ai été mandataire individuel avant de me consacrer entièrement à la FNMJI pendant près de 10 ans. La FNMJI, c'est la Fédération nationale des mandataires indépendants, donc, qui regroupe les mandataires qui exercent à titre individuel. Ses principales missions, je vais aller très vite, vous le savez, c'est la défense du métier, des intérêts des JPMI, développer les compétences professionnelles et contribuer aux travaux nationaux pour agir pour les droits des personnes protégées. Nous tentons d'être présents sur tous les sujets qui peuvent faire avancer la protection juridique des majeurs, tant pour les personnes protégées que pour les mandataires. Et le message aujourd'hui de mon intervention va être simple. Œuvrer pour les uns, bénéficier à tous. Et il ne s'agit jamais, en tout cas, c'est la philosophie de notre fédération, de dresser les modes d'exercice les uns contre les autres. D'œuvrer pour les mandataires sans œuvrer pour les personnes protégées. Il ne s'agit jamais de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Bien au contraire,
Et c'est le cœur du colloque de ce jour. Il faut vêtir chacun d'entre nous pour une société solidaire. J'ai bien aimé l'intervention de Georges qui parlait de réciprocité, de solidarité. Et je vais aussi facilement rebondir sur ton intervention, Aude, puisque tu as parlé de solidarité entre professionnels et envers les professionnels. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes encore à quelques constats alarmants. Le premier, le vieillissement de la population, l'accroissement de la dépendance, le nombre de mesures de protection des majeurs qui va augmenter et doubler d'ici 20 ans, et donc un recours croissant aux mandataires. Et il faut anticiper ces recrutements et rendre la profession attractive. Le deuxième constat, qui fait naturellement la suite du premier, c'est justement une indifférence, à mon sens, des pouvoirs publics face au manque d'attractivité de la profession, déjà relevé par la Défenseure des droits. Il est grand temps d'engager des actions qui donnent à cette profession la reconnaissance qu'elle mérite. Et cela passe en partie par la question de la revalorisation de la rémunération pour tous les mandataires. Et pour les mandataires individuels en particulier, il s'agit aussi de dégeler et de revaloriser leur rémunération qui est gelée depuis 2014. Cela passe également par un niveau de formation qui corresponde aux exigences de cette profession et à leur niveau de responsabilité. Ça passe également par un pilotage interministériel pour une coordination, une cohérence et une identité de corps, une identité professionnelle. La FNMJ a ouvert la réflexion en 2022 en organisant un colloque qui s'intitulait « Vers une instance commune des mandataires ». Et peut-être que Aude, qui était présente, pourra nous dire 2 mots sur ce qu'elle a mis en place dans sa région, nous expliquer un petit peu cette question d'interprofessionnalité qui a été mise en place par Eva Tutel. Ce qui est certain, c'est que les différents modes d'exercice sont utiles et complémentaires, et prenons garde à ces communications qui viseraient à nous diviser. Comme le disait Aude, là est notre force. Il faut envisager nos complémentarités et notre spécificité et construire une identité professionnelle. Enfin, cela passe par l'envie de s'engager dans cette profession. Et ça passe pour moi par l'attention et les regards que l'on porte sur nos professionnels. À l'heure où l'on parle de bienveillance, on minimise les risques psychosociaux grandissants de la profession. Le malaise, les incompréhensions, la colère, les états dépressifs, le surmenage, l'épuisement, qui aboutissent, dans le meilleur des cas, si j'ose dire, à des cessations d'activité et à des turnovers dans les services. De la même manière, on sous-estime la portée des propos tenus qui mettent à mal la profession, la dévalorisent, laissent planer le doute sur leur probité, leur intégrité, voire leurs compétences, dans un contexte pourtant urgent de reconnaissance. Je trouve honteux de voir circuler et se diffuser cette présomption d'incompétence et souvent de malveillance. D'autant plus honteux qu'on a estimé, à un moment donné, que les mandataires étaient aptes et compétents à exercer auprès des personnes les plus fragiles de notre société. Laisser penser que la profession est par principe malhonnête et incompétente, jeter l'opprobre sur toute une profession, est un discours qui a des conséquences sur la santé de celle-ci et l'image que l'on donne d'elle, évidemment. Et par un effet domino, elle a un impact sur le fonctionnement global du système. J'en suis convaincue, si l'on ne prend pas soin de nos professionnels qui œuvrent sur le terrain, de leur reconnaissance, de leur qualité de vie et de travail, on ne prend pas soin des personnes les plus fragiles et des personnes protégées. Il faut des professionnels qui soient bien dans leur basket, en bonne santé, reconnus, autonomes, appréciés. Et c'est un basique, c'est une évidence, me direz-vous. Cela vaut pour chacun d'entre nous, salarié MJPM ou individuel, mandataire ou pas, salarié d'une entreprise, secrétaire, etc. Il ne s'agit pas non plus, comme je l'entends parfois, d'un discours corporatiste qui vise à opposer une population à une autre. Il ne s'agit pas de faire un choix entre le bien-être des MJPM et le bien-être des personnes protégées, évidemment. Toute action en faveur des uns est bénéfique pour les autres. C'est un juste équilibre. Donner une qualité de vie et une qualité de travail aux professionnels ne va pas à l'encontre de la protection juridique des majeurs. Bien au contraire. On a coutume de dire qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses aînés, ses anciens, les personnes les plus fragiles de notre société. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la société a besoin de mandataires, d'une protection juridique solide, de juges des tutelles et de mandataires. Donc que ce métier soit attractif,
car c'est un engagement avec de lourdes contraintes, une charge mentale et émotionnelle réelle. Il s'agit donc bien ici de se demander comment nous souhaitons traiter nos aînés et les plus fragiles. Comment nous souhaitons-nous être traités? Car il est facile d'oublier que eux, c'est nous, peut-être dans quelques années. Et pour ma part, puisque je peux donner mes vœux en direct, si je bénéficie un jour d'une mesure de protection juridique, moi je voudrais avoir un mandataire professionnel reconnu, soutenu, avec une indépendance intellectuelle et technique, suffisamment soutenu par ses confrères, ses institutions et par l'État, pour être bien, et donc être à l'écoute de mon individualité, de mes différences, de mes volontés, de mon passé et de ma parole. La bonne santé physique et mentale d'un mandataire est son outil de travail. Il exerce une activité exposée avec des risques physiques et psychiques réels qui souvent indiffèrent. L'expérience que je souhaiterais partager avec vous, c'est celle-ci. Celle d'un métier dans lequel on s'engage, pour lequel on s'investit et qui n'obtient pas le retour de ce qu'il apporte à la société, qui est même souvent dévalorisé. C'est pourquoi ces manifestations, ces colloques, ces rencontres sont essentielles pour acter les avancées, repérer où nous en sommes et faire le choix de continuer la réflexion. Cela fait presque 15 ans que la FNMJ se bat pour que la MJPM soit reconnue pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, pour leur octroyer une qualité de travail indispensable à leur équilibre et donc indispensable à un suivi de qualité. Puisque nous sommes sur cette question de transfert de mandat et la grande question de l'anticipation, je vais évoquer quelques difficultés en illustrant quelques situations vécues. Plusieurs cas et toute ressemblance avec des situations vécues ne seront pas le fruit d'une pure coïncidence. La première, la grossesse. En pratique, vous la connaissez, c'est la mandataire enceinte. Et là, oui, c'est du bricolage. Mais alors pas un mauvais bricolage, hein, c'est du bricolage de pro. La mandataire, elle construit son remplacement de A à Z, le dispositif, en anticipant toutes les situations. Tous les acteurs sont impliqués dans cette construction éphémère, le juge, l'ADD, les MJPM qui apportent leur soutien avec une prise de risque, une responsabilité, puisque le mandataire indisponible reste le mandataire désigné. Il y a quelques années, en Rhône-Alpes, une MJPMI avait tout anticipé en créant des conventions de remplacement, en échangeant avec les juges, avec les DD, pour que cela fonctionne pendant les 3 mois de son arrêt. Pour d'autres, dans d'autres situations, mais peut-être que la juge pourra nous aider et comprendre un petit peu comment ça se passe dans sa juridiction, il y a une forme de déni de la situation, c'est-à-dire que personne n'en parle et on attend que ça se passe. La deuxième situation, plus dramatique, c'est la maladie. Une mandataire célibataire avec enfant en bas âge, elle déclare une maladie. Elle a besoin de soins, de repos, elle a de fortes chances de pouvoir retravailler un jour, mais là, le mot cancer est lâché. Et quand la mandataire l'annonce au juge, lui explique qu'elle aura quelques mois difficiles, mais qu'elle a tout pensé, hein, tout organisé pour le suivi des majeurs, qu'elle a une assistante salariée, qu'elle peut embaucher quelqu'un d'autre, et qu'elle a 2 mandataires, un binôme de mandataires individuels qui peut la soutenir dans cette épreuve. Le juge estime, à juste titre, hein, sur le plan juridique, qu'en termes de responsabilité de l'exécution du mandat, cela lui pose problème, et il décharge. Il décharge la MJPMI malade de toutes ces mesures. C'est la double peine. La troisième situation, c'est le décès imminent. C'est une situation récente vécue en Île-de-France. La mandataire se sait condamnée. On le lui a annoncé, et pour autant, elle est très inquiète de l'organisation à mettre en place afin de ne pas chambouler les personnes protégées, de faire reprendre ces dossiers, de faciliter le travail de la justice. Et là, on a les associations de MJPMI qui se Sabotage. Ah non, c'est bon. Pour lui éviter le plus possible de désagréments dans un esprit de solidarité. C'est une association qui a été contrainte de réfléchir avec les magistrats, avec les DD, à une procédure de reprise rapide des dossiers, donc inscription sur la liste, recensement des mandataires prêts à prendre des mesures, transmission de la liste de candidats, nombre de dossiers à répartir, et enfin, répartition des mesures par le juge. Mais quelle énergie mobilisée par tous, l'association de mandataires individuels, la mandataire en fin de vie, les juges, l'ADD. La dernière situation, c'est le décès soudain du mandataire. Et là, c'est urgence. J'aurais tendance à dire panique au tribunal, mais urgence au tribunal pour répartir au plus vite
toutes les mesures au sein de mandataires déjà au bout du rouleau, déjà surchargés, qu'il s'agisse des individuels ou des services. Il y aurait plein d'autres situations à évoquer, mais je vais m'en tenir là. Il faut prendre conscience, à mon sens, des sacrifices que l'on demande aux mandataires individuels et qu'ils acceptent par conscience de la mission que le juge leur confie, mais aussi parce qu'ils comprennent le sens du mot solidarité, qu'il s'agit de s'organiser entre eux, soutenir les personnes les plus fragiles et assurer une continuité. Ils sont toujours là pour assurer la continuité de l'exercice de la mesure, mais il leur manque, aujourd'hui encore, cette disposition législative pour assurer un exercice serein. Lors des périodes Covid, il y a eu une très forte mobilisation des MJPMI pour mettre en place un système d'entraide entre mandataires permettant de garantir une continuité des mesures de protection. De la même manière, lorsqu'une DRETS, interpellée par la justice, constate une recrudescence en termes de besoin de mise sous protection juridique, se tourne vers les mandataires en les priant de bien vouloir accepter d'autres mesures, mais en leur mentionnant qu'ils ne peuvent pas organiser de commission d'agrément, les mandataires acceptent. Ils essaient de répondre au mieux aux demandes. Il est primordial, il est essentiel de prendre conscience de ça. Les conséquences des situations d'urgence que j'ai évoquées pourraient être évitées. Car dans toutes ces situations malheureuses, il y a des dispositifs, des solutions à inventer, à mettre en place, mais qui demandent à passer par l'ajout d'une disposition législative, qui est une mesure de bon sens, qui vise à protéger les majeurs protégés, qui vise à faciliter le travail des juges et qui vise à améliorer la qualité de vie du mandataire. Mais alors pourquoi y a-t-il ce désintérêt pour ce dispositif qui améliore ce système, qui protège les personnes protégées, qui sécurise la profession, qui contribue aussi à l'attractivité du métier? À partir du moment où l'on accepte de se poser, de réfléchir sur la manière de prévenir les conséquences de ces situations malheureuses, d'anticiper, c'est le sujet de ce jour, on y gagne tous. C'est pourquoi nous avons défendu auprès des ministères, des députés, des sénateurs, des administrations, la nécessité de légiférer sur le remplacement, la substitution en cas d'empêchement provisoire du mandataire et que nous avons fait des propositions de rédaction. Et nous continuerons encore cette année à tenter de transmettre ces différents messages que j'ai eu le plaisir de partager avec vous ce matin. Je terminerai par quelques notions phares qui complètent ou appuient mes propos. L'anticipation, elle est primordiale. Et en effet, elle a peu de succès. Pourtant, anticiper, c'est avoir une perspective future pour la protection juridique des majeurs, pour la profession, et surtout d'amorcer enfin l'action. Je parle ici des décideurs publics qui doivent s'engager sur du concret. Évidemment, les idées, nous les avons. La preuve en est ce colloque et les différents rapports qui ont jalonné la protection juridique des majeurs, et notamment ceux de Madame Anne Caron-Déglise. Deuxième idée, et non la moindre, il faut lever les tabous. Il faut combattre les inexactitudes et les freins liés à la rémunération du mandataire. Les mandataires sont des acteurs professionnels indispensables à la PJM. Les moyens alloués à la PJM constituent une question centrale et déterminante pour la suite. Enfin, prendre conscience que la profession souffre d'une mauvaise image, que nous sommes tous plus ou moins influencés par ce que nous entendons. Non, il n'y a pas un voleur derrière chaque porte de chaque cabinet de mandataire prêt à dépouiller la personne en face de lui. Non, il n'y a pas les bons, les compétents d'un côté, un certain mode d'exercice, et les autres. Non, les mandataires ne sont pas des délinquants en puissance, mais certains individus le sont. Oui. Et la relation avec la personne protégée constitue une circonstance aggravante, et on peut appuyer ici sur la nécessité des contrôles et la mise en œuvre de cette fameuse liste noire. Mais il faut aussi dénoncer ces propos, dénoncer les propos qui dévalorisent votre profession et ses compétences. Il faut dénoncer cette catégorisation, cette généralisation hâtive et stigmatisation qui fige une profession dans la médiocrité. Ce sont des techniques de manipulation de l'opinion qui sont désastreuses, et ceux qui l'utilisent le savent. C'est dans ces situations-là, ces situations de détournement inacceptables, qu'il faudrait être encore plus solidaire et soutenir la profession qui est impactée. C'est dans ces situations-là que les personnes protégées ont peur et que la confiance instaurée s'en trouve ébréchée, voire détériorée. C'est dans ces situations-là que les familles paniquent, que toute la société panique. Ces escrocs existent, mais ils ne sont pas représentatifs d'une profession et de notre profession. Je crois qu'il est grand temps
Grand temps, et même urgent, de véhiculer de belles images et de beaux discours sur les mandataires judiciaires, de leur témoigner de notre confiance et reconnaissance. Ceux que j'ai la chance de côtoyer adorent leur métier, le font avec passion, compétence et probité, et sont conscients de ce qu'ils partagent et apportent aux personnes protégées. C'est une activité difficile, tant dans les situations rencontrées que dans la force mentale qu'elle demande. Et donc j'aime aussi le juge des tutelles, mais j'aime aussi les mandataires judiciaires. Pour que la solidarité existe ou perdure, selon notre vision des choses, il est indispensable d'avoir une vision d'ensemble qui soutienne tant la personne en situation de vulnérabilité que les protecteurs. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent colloque. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez faim, visiblement. Oui, bien sûr. Je pense que... C'est bon, normalement c'est bon. Oui. Merci. Ça marche, du coup. Les juges des tutelles aiment les MJPM. Hein. L'inverse est vrai aussi, je vais faire cœur. Alors, juste pour répondre à votre question sur comment vous faites dans votre cabinet pour les remplacements, je ne voulais pas vous en parler ce matin parce que je vous ai déjà saoulé il y a 2 ans avec. Donc pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, c'est vrai que c'est une redite, mais c'est vrai qu'il y a des juges des tutelles qui vont décharger, et franchement, on ne peut pas non plus leur reprocher, parce qu'en termes de responsabilité, c'est ce que vous disiez. Maintenant, ça n'a pas été le travail qui a été fait à Poitiers. Je vois M. Riquier qui est là, qui le sait. On a essayé de réfléchir. On pense effectivement que le soutien au MJPM ne pourra passer individuel et au préposé individuel, parce que vous disiez que la continuité d'une mesure avec un service, je suis d'accord, mais un préposé individuel va vivre la même chose que les MJPM individuels. Ça dépend des juridictions et ça dépend des façons de désigner aussi. Je pense qu'on n'est pas tous sur les mêmes modes. Ce qui est constaté, c'est qu'il faut une continuité pour le majeur protégé, une sécurité, ce que ne permet pas le cadre législatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui auprès d'individuels? On réfléchit. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a expérimenté plusieurs formules à Poitiers, et en ce moment est expérimentée celle du subrogé, c'est-à-dire désigner un subrogé individuel alors qu'un individuel est lui-même protecteur principal, ce qui permet, sur le fondement de l'article 455, la limitation de la mission constituée par l'empêchement. Je me tourne vers vous, monsieur le professeur Raoul Cormeille, sur ce point. Du coup, ils ont expérimenté cette formule sur quelques mesures, pour permettre à des moments de congé et d'arrêt maladie de pouvoir être remplacés par le subrogé, qui, du fait de l'empêchement de la mission du principal, devient ad hoc. Évidemment, c'est un problème de coût. On a testé ces mesures on a testé des mesures concernant des majeurs protégés qui n'avaient pas de participation financière, et ça a été fait en accord avec la DETS. Mais clairement, on sent que ce mécanisme est imparfait, qu'il n'est testé que parce qu'il n'y a pas de loi et de changement législatif. Et on appelle, là, tous les juges sont sur cette idée, on appelle tous à un changement législatif. Certains disent, nous, c'est pas à nous de pallier, nous, on ne peut que décharger en termes de responsabilité. Et puis, on a essayé autre chose. Je vous assure que c'est excessivement chronophage, puisque c'est s'impliquer aussi au niveau de la juridiction. Ça nous a vraiment... il a fallu vraiment qu'on prenne du temps. Ça nous paraissait important. Je ne suis pas sûre que toutes les juridictions auraient pu le faire non plus au niveau de mes collègues, mais c'est évident qu'on plaide tous pour une réforme législative, du remplacement provisoire. Parce que le remplacement finalement définitif, c'est ce que je vous ai dit, il ne pose pas vraiment problème. Si on peut plus, il faut remplacer. C'est si on n'est pas sûr qu'on puisse plus, ou alors se pose aussi, c'est ce qu'on a réfléchi, le temps des congés d'été particulièrement. Nous, il nous paraissait important au niveau de mes collègues à Poitiers que vous puissiez, les individuels et préposés qui travaillent de manière isolée, et il y en a, à mon sens, que vous puissiez avoir 3 vraies semaines de congé l'été. Moi, ça me paraît complètement aberrant que ce soit pas possible, que vous soyez normalement toujours en lien pour pouvoir effectuer un paiement, puisque c'est ça qui bloque, et c'est ça qui est l'urgence pour les majeurs protégés. Il faut pas que la mesure, elle devienne un piège, une prison. Que le paiement soit retardé, qu'on soit en curatelle renforcée ou en tutelle. Donc vraiment, c'est vraiment un sujet qu'on a en commun, qui ne s'exprime pas pareil selon tous les juges, mais clairement c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Je vous remercie. Allez-y.
Oui, juste une petite réponse pour dire que, une petite intervention pour dire que les préoccupations qui ont été exprimées par mes consoeurs sont partagées également par les préposés. Peut-être à un double titre, parce que nous travaillons dans une organisation administrative et que les règles du civil et les règles de l'administratif sont quelquefois difficiles à organiser. Mais à côté de ça, Sandrine nous parlait de la rémunération. Pour les préposés, c'est effectivement un autre problème, parce que certains d'entre nous sont classés en catégorie C, d'autres, c'est-à-dire l'exécution, d'autres sont classés en catégorie B, c'est-à-dire l'application, et d'autres, et plus rares, sont classés en catégorie A, c'est-à-dire la décision. À partir de là, il est clair que la NMJPM, dans ses négociations spécifiques sur le fonctionnement des préposés, demande, et c'est le sens des dossiers qui ont été déposés, que l'ensemble des mandataires préposés d'établissement soient classés en catégorie A et que les collaborateurs secrétaires spécialisés soient classés en catégorie B. C'est un minimum et c'est, je vais dire, c'est le minimum syndical. Et comme nous sommes une petite organisation, on va presque dire qu'on espère ouvrir le chemin, être les devanciers, ce qui permettrait aux autres modes d'exercice d'emprunter ce chemin. Parce que certes, les individuels ont besoin d'une revalorisation de leurs actes, mais pour nos collègues associatifs, c'est encore une autre chose, puisque c'est aussi une grille de convention et qui n'est pas facilement négociable, puisqu'elle touche énormément de personnel. Et puis, je voulais vous dire aussi deux petits points. Le premier point, c'est que les préposés d'établissement sont en train de s'organiser, du moins sur la région Aquitaine, donc peut-être que j'irai jusqu'à Poitiers pour faire, sur un mode départemental. Nous avons testé sur la Gironde une organisation qui permet aux 3 sites, et bientôt le 4e qui va ouvrir, de nous suppléer les uns les autres. Donc c'est un mode d'essai, on en parlera peut-être l'année prochaine ou plus tard, quand il y aura eu le bilan fait avec les autorités, avec les juges, et c'est pour ça qu'on va dire qu'on est peut-être un peu moins isolé. Et puis la dernière des choses, et là je rejoins l'intégralité du colloque, et puis c'est peut-être ma casquette de France Alzheimer qui va vous dire, c'est qu'une société qui ne sait pas prendre en compte ces vulnérables, les personnes vulnérables, notamment les plus vulnérables des vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes désorientées, souvent leurs familles, souvent le groupe, le noyau qui tourne autour, et dont les mandataires, dont les juges, parce que là aussi il y a des difficultés, c'est une société qui se coupe de ses racines, parce qu'elle n'a plus la conscience, c'est-à-dire conscience écrit en 2 mots, le savoir de la science de son fonctionnement, de ce qu'elle peut être demain. Et je crois que ça, c'est important de véhiculer ce message, qu'il soit aussi positivement entendu, que si on veut que demain change, il faut qu'on mette des mots MOT sur les mots MAUX. Et je remercie le colloque d'avoir permis de le faire. Merci. Dernière intervention. Je vais être très courte, mais c'est pour aller dans la lignée de ce que tu disais, Sandrine. Je pense que toi et moi, on pense qu'il faut dire et puis il faut démontrer. Il faut passer à l'action, comme tu disais. Et c'est vrai que dans le département de l'Isère, avec mes collègues, on a lancé une initiative locale qui vise à rassembler les 3 modes d'exercice, et ça marche. Donc on a, depuis l'année dernière, lancé ce qu'on appelait l'Interpro 38. 38, c'est l'Isère. Et on rassemble l'ensemble des acteurs professionnels PJM, préposés d'établissement, services et mandataires individuels. Et on s'est fixé 4 objectifs très concrets. Le premier, faire voix commune auprès des juridictions, c'est-à-dire être capable de préparer en amont les campagnes de CRG, la question des mesures ad hoc. Bref, on se met ensemble, on discute et on fait voix commune auprès des juges. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir rendre le métier attractif et d'organiser
ensemble, en local, des forums, des temps forts qui présentent notre métier sous ces 3 formes d'exercice. Le 3e enjeu, c'est de pouvoir réfléchir à la profession, de ne pas déléguer à autrui le soin de réfléchir pour nous, mais de pouvoir s'organiser pour réfléchir nous-mêmes et produire de la réflexion et mettre en mots cette pratique qui est la nôtre. 4e enjeu, c'est l'éthique. C'est aussi de pouvoir avoir un lieu, le nôtre, où on peut discuter de ces difficultés, de cette, je dirais, pression, de cette charge que tu évoques. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que on peut le dire, mais on peut aussi le faire, et je peux vous garantir que les collègues de l'Isère sont très heureux. On se retrouve tous les trimestres et on est véritablement très ravis de se retrouver autour de ces 4 thématiques. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant de vous libérer pour le déjeuner, j'irai dans votre sens, puisque Affect a la chance, depuis le début de l'année 2024, de travailler auprès de la Drietz 93 et d'animer un groupe de travail sur des boîtes à outils. Et justement, dans ce groupe de travail, il y a des préposés, il y a des indépendants, il y a des associations. Et bon sang, qu'est-ce que c'est riche! Qu'est-ce que c'est riche! Et si, pourquoi pas, ce colloque pourrait être le démarrage de cette initiative. On pourra en reparler tout à l'heure, et presque toutes les fédérations sont là. En tout cas, nous, on est prêts à animer tout ça. Bon appétit. Ah, il y a une question, madame. Non, ça ne marche pas. Oui, voilà, parce que c'est le traiteur, ça. Non, rapidement, Marie-Hélène Isernréal, avocat au barreau de Paris. Ici, on me connaît, j'ai eu le privilège de participer à plusieurs de vos réunions et celle-ci, elle est formidablement passionnante. Mais je dirais un mot en tant qu'avocat sur le mandat de protection future. Je vous rappelle que le mandat de protection future est le prototype de l'acte d'avocat, qu'il va être enregistré, que nous aimons les juges, donc nous n'avons pas peur de faire une requête pour vendre, pour avoir des actes de disposition, et que nous aimons les mandataires, parce que souvent les personnes qui nous demandent des mandats de protection future sont des personnes isolées, qui veulent se protéger de leur famille, et donc nous demandent de nommer un mandataire professionnel. Alors, n'oubliez pas le mandat par acte d'avocat qui existe depuis 2007, et à propos des mandats signés, je vais prendre ma casquette de conseillère juridique de la Fédération internationale des associations de personnes âgées. Nous avons obtenu, la FIAPA, la condamnation par le Conseil d'État du gouvernement à prendre le décret de l'article 477-1 du Code civil que les sénateurs ont rétabli, parce que le gouvernement avait essayé, au moment de la loi Bien vieillir à l'Assemblée nationale, de le faire disparaître par un amendement. On l'a maintenu, il existe. Le Conseil d'État a condamné le gouvernement à prendre le décret prévu par la loi de 2015 et nous sommes en train de liquider l'astreinte car le gouvernement va préférer payer une astreinte à la FIAPA plutôt que de prendre le décret. Voilà, c'est l'information que je voulais donner. On se retrouve à 14h, s'il vous plaît. Bon appétit et à tout à l'heure.